Le canton de Neuchâtel remercie la Confédération pour le projet FIDE qui a accès sur les deux domaines. N'est-ce pas? Ça ne sert à rien de se donner de la peine, de forcer, lorsque l'objectif visé par le projet, c'est donner les éléments qui permettent à la personne de consulter un médecin, de chercher du travail. Ça, c'est des domaines précis. Effectivement, de ce point de vue-là, on applaudit. Mais comme je l'ai dit au départ, si l'objectif, c'est de considérer que les migrants, il est tout sur le même niveau, c'est faux. Et passer à l'obligation, c'est aussi faux. Neuchâtel ne pense pas passer à l'obligation, n'a jamais pensé à cela, parce que, justement, sur le terrain, nous remarquons que la volonté pour chacun des migrants de vouloir apprendre la langue, la volonté, elle est là. On n'a qu'à voir, nos cours sont pleins, les listes d'attente sont là, donc l'obligation n'a pas de place justement pour cet apprentissage de langue. La langue est un facteur et un indicateur d'intégration. Ensuite, il y a un autre aspect qui est la langue comme critère pour l'octroi de certains droits supplémentaires. Et c'est là que les choses sont peut-être un petit peu plus controversées, parce que la Commission en particulier craignait qu'on applique une sorte de standard uniforme qui finalement mettrait tous les migrants dans le même panier par rapport à des objectifs qui justement pouvaient être des performances grammaticales, des examens écrits de langue, comme ça s'est vu dans certains cas. Et là, on était beaucoup plus prudent. Et que là, on a considéré qu'il fallait vraiment être extrêmement pragmatique, extrêmement proche du terrain. Et puis aussi, c'est peut-être un deuxième point, prendre en compte que la dimension de sanction ne devait pas être la première mise en avant. D'autres termes, on a parfois eu l'impression qu'on allait exiger la maîtrise de la langue et puis que la sanction, ce serait le non-octroi d'un permis. Or, et ça c'est ce que nous rapportent quand même nos membres issus, encore une fois, du terrain, on a peu souvent un problème de manque de volonté d'apprentissage de la langue chez les migrants. Les migrants ont très envie d'apprendre la langue. Donc, il ne s'agit pas tellement de tout de suite brandir des sanctions en se disant ça va améliorer les choses. Il s'agit bien plus de travailler sur l'offre de cours adaptée aux horaires des personnes qui travaillent, aux horaires des mères de famille qui ont des enfants. C'est là que finalement on doit mettre l'accent, avant de tout de suite se dire on accroît un peu la pression, on menace les gens de ne pas avoir de permis, et puis c'est comme ça qu'ils se mettront à apprendre la langue. Si, comme le demande la Confédération, ça se mettait en application, que ferait-on de toutes les personnes migrantes dont les conventions internationales empêcheraient la Suisse de mettre en application les décisions qui sont réservées ou qui sont décidées pour l'application, pour la mise en place de ces mesures-là. Donc, on met en place des mesures dont les exceptions sont plus que les personnes concernées. Évidemment que pour l'UDC, en général, on peut dire qu'elle subordonne très très clairement l'accès à la naturalisation, à la maîtrise, ce n'est pas le seul critère, mais en tout cas à la maîtrise d'une des langues nationales, le français, l'allemand ou l'italien, c'est une chose qui est très claire, une maîtrise largement suffisante, et bien sûr une maîtrise peut-être d'un niveau un peu inférieur, mais quand même une maîtrise d'une des trois langues nationales, s'agissant de l'accès au permis d'établissement ou à l'autorisation d'établissement ou de séjour. Nous continuons à croire que apprendre la langue, c'est important, c'est nécessaire, c'est capital, mais l'obligation d'apprendre la langue, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, pour Neuchâtel, ça a été testé parce que les gens, ils ont tous la volonté d'apprendre cette langue. Mais la capacité d'apprendre une langue n'est pas la même pour moi et pour quelqu'un d'autre. Parce que nous n'avons pas le même parcours. C'est pourquoi j'ai dit en préambule qu'il faut bien qu'on sache les publics cibles dont on parle ici, c'est les migrants. Mais les migrants, il y en a qui sont universitaires, il y en a qui sont non scolarisés, analphabètes, et il y en a qui sont semi-lettrés. Donc c'est tout un ensemble de personnes qu'on regroupe dans une case qu'on appelle migrants. Je m'appelle Augustin Caramal, je travaille au service de la cohésion multiculturelle.
Ma question s'adresse à Madame de l'Office fédéral des migrations. On parle toujours des connaissances linguistiques. Moi, je voudrais savoir concrètement quel niveau exige-t-on pour évaluer la personne, pour dire qu'il a des connaissances linguistiques. Merci. C'est quelque chose qui sera probablement réglé quand l'ordonnance sera préparée. Hein. Elle est en préparation, donc je peux pas répondre qu'est-ce qui sera vraiment dans l'ordonnance, mais probablement que ce qu'on peut imaginer ou ce qui est réaliste, ça serait un niveau A2. Vous voulez juste préciser ce que ça veut dire? Oui, pardon. Donc, c'est des niveaux qui ont été définis au niveau du cadre européen, donc du portfolio européen des langues. Et donc le niveau A1, c'est vraiment la découverte d'une langue, et le niveau A2, c'est quand on commence à se débrouiller. Ces conventions d'intégration sont discriminatoires. Est-ce que vous pouvez rappeler juste en 2 mots ce que c'est qu'une convention d'intégration? Alors, la convention d'intégration, ça veut dire que la personne s'engage à remplir un certain nombre de critères, de conditions, et puis il doit signer justement. C'est un contrat. C'est un contrat. Entre l'autorité cantonale, en l'occurrence. Entre l'autorité cantonale et la personne ou la famille. Si on prend le cas des Bâles, justement, les Bâles étaient le premier canton qui a commencé avec les conventions d'intégration, mais qui a vu tout de suite, évidemment, les limites, parce qu'ils ne pouvaient pas continuer avec ça. Pour les ressortissants de l'Union européenne, ils échappent à ces conventions-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les réfugiés statutaires? On ne peut pas ni les retirer les permis, ni les renvoyer. Donc, on est tombé dans des conditions, et en plus, il y a pas mal de personnel multinational. Lorsqu'on est en face de ce personnel-là, vous serez surpris, c'est l'administration qui parle en anglais, ce n'est pas la personne qui parle en allemand ou en français. Donc, c'est pourquoi on est arrivé à plus d'exceptions. Neuchâtel a dit il faut améliorer l'accueil. On a mis en place à Neuchâtel l'accueil des nouveaux arrivants, ce qui vient d'être cité. C'est juste parce que justement à l'époque, il n'y avait rien. J'ai appris 3 langues, il n'y avait aucune pression. Alors que maintenant, on fait tout un discours. C'est pas simplement en forçant les gens à apprendre la langue qu'on peut arriver au but sur lequel tout le monde peut s'entendre par ailleurs, qui est que on voudrait que la plus grande partie des personnes maîtrisent la langue. Donc c'est là que les difficultés commencent. Mais disons, si on veut expliquer pourquoi tout à coup il y a cette pression plus forte, moi je verrais cela là, et on voit aussi dans ce diagnostic la raison pour laquelle la réponse n'est pas tout à fait adéquate, et pour laquelle ça nous pose maintenant un peu des problèmes, parce qu'on ne sait pas très bien concrètement comment on va mettre tout ça en place. Ils ont voulu parler de l'intégration, mais ce qu'ils mettent dans l'intégration, c'est des différentes sauces mélangées. L'immigration du dehors de l'Union européenne est soumise à un critère de haut niveau de qualification. Donc ces personnes viennent parce qu'elles sont jugées indispensables et parce qu'on considère qu'on ne trouve pas l'équivalent. C'est la même chose pour des informaticiens indiens ou pour des personnes qui travaillent, j'ai des exemples de l'optique, personnes du Maghreb ou de l'horlogerie aussi, qui viennent à ce titre-là. Donc soit on vient parce qu'on est hautement qualifié, soit on vient par la voie de l'asile qui est une autre voie. Mais c'est vrai que notre commission a toujours plaidé pour un traitement égal, avec la contrainte des accords bilatéraux avec l'Union européenne qui empêchent le traitement égal. Ensuite, par rapport au regroupement familial, ce que la nouvelle loi prévoit, c'est quand même qu'à priori, le manager qui obtient un permis parce qu'il est manager et parce qu'il est hautement qualifié, s'il veut bénéficier du regroupement familial, est sujet aux mêmes critères qu'une personne qui serait venue dans le cadre de l'asile, qui aurait obtenu un permis stable dans le cadre de l'asile et qui voudrait bénéficier du regroupement familial. Donc, on va évaluer des connaissances, mais c'est évidemment, comme ce qui vient d'être dit, c'est de rencontrer ce désir, c'est d'offrir quelque chose et surtout de mettre à disposition des moyens qui sont souvent des moyens simples, qui reposent parfois sur des solutions concrètes, locales et très efficaces pour mettre en œuvre des moyens
qui vont permettre aux différentes personnes qui ne parlent pas français d'améliorer leur connaissance de la langue. Une jolie anecdote pour dire que c'est aussi quelque chose qui est sympathique, qui est dû à l'ouverture de la Suisse, mais la maîtresse d'école enfantine de ma fille est extrêmement ravie quand une des mamans anglophones lui parle en anglais et qu'elle peut lui répondre en anglais. Et je doute que si elle parlait, cette maîtresse, qui serait tout à fait possible, l'albanais, en supposant qu'elle soit d'origine kosovare, eh bien, si une personne albanaise lui parlait en albanais, peut-être qu'elle pourrait lui parler en albanais, mais le regard qui serait jeté par les autres parents sur ce qui serait considéré comme un conciliabule en albanais, est considéré comme une marque de distinction quand c'est de l'anglais. Mais ça, c'est pas l'État qui peut réagir par rapport à ça. Il faut juste admettre que toutes les langues se valent. Effectivement, la langue, ça a été dit, je l'ai dit, que c'est un élément essentiel dans l'intégration, c'est un facteur, c'est un instrument, mais ce n'est pas la finalité. Donc, il ne faut pas l'isoler comme élément à part. C'est pris ensemble. Aussi, l'intégration, c'est un domaine transversal. On ne s'intègre pas, même en ayant les livres de Sorbonne, en se mettant dans son coin à la maison, en train d'étudier le français. Il faut aller vers les autres et faire avec les autres. Donc aussi sortir du ghetto. Sortir du ghetto, tout à fait. Le débat et la qualité du débat que nous venons d'avoir me poussent à souligner l'importance d'une approche pragmatique. Et je crois que les personnes qui sont les mieux à même de nous conseiller par rapport à l'apprentissage de la langue, c'est les enseignants de la langue, d'une part, et puis c'est les apprenants de la langue, d'autre part. Et il faut vraiment être à l'écoute de manière pragmatique des cas particuliers qui ont été évoqués ce soir. Et si on arrive, je crois, comme chacun de nous l'a fait ce soir, à éviter d'avoir une position idéologique qui consisterait à placer un standard qui serait le même pour tous, et puis ensuite à être absolument inflexible avec ce standard, ce qui était le risque de la première mouture de la loi, et bien si on arrive à éviter ce risque, on peut très bien dialoguer et trouver des solutions, quel que soit le bord politique auquel on appartient.